Donc voici, pour l'épisode grenoblois de la journée d'études, je me permets de dire en début de séance, alors juste une seconde, pour bien suivre mon temps, que je suis très heureux de vous présenter mon travail ici, dans ces lieux où ma mère a travaillé pendant plus de 10 ans, je crois, dans la bibliothèque juste à côté. Donc pour moi, c'est un petit peu un matrimoine ici, si vous voyez ce que je veux dire. Et je remercie Madame Lheureux d'être présente cet après-midi. Sans son soutien, sans doute, ces journées n'auraient pas pu exister. Donc, c'est important de remercier ceux à qui on doit de pouvoir être présent et partager ensemble nos travaux. Voilà. Alors, la contribution que je présente aujourd'hui a pour titre Les Grenobloises et la journée des Tuiles, l'écologie morale de la foule et les réserves du Drac et de l'Isère. Donc, elle a été pensée comme le second volet de la contribution présentée l'an dernier à l'occasion de la conférence sur le thème Femmes, révolution et matrimoine. Il s'agit avant tout pour moi de répondre à cette occasion aux questions qui m'ont été posées lors de la présentation de ce premier travail au musée de Grenoble. J'avais alors insisté sur le rôle des herbières, ces petites marchandes d'herbes qui vivaient des communaux dans le déroulement de la journée des Tuiles du 7 juin 1788. Les questions avaient porté sur un point fragile de ma démonstration, qui ne concernait pas les femmes et leur participation à la journée des Tuiles, ni même l'idée que la Révolution puisse constituer à Grenoble un matrimoine, mais sur l'ancrage spatial de ces femmes et sur la localisation des communaux dont je les pensais tributaires. Où étaient exactement situées ces réserves du Drac et de l'Isère, utilisées par les Grenobloises en tant que communaux? Se limitaient-elles à la seule ripisylve de ces deux cours d'eau? Cette question pertinente posait par ailleurs un évident problème quant à l'application concrète de la notion d'écologie morale de la foule que j'employais pour expliquer l'implication des Grenobloises dans la journée révolutionnaire du 7 juin 1792. La journée des Tuiles, comment apprécier l'importance de ces motivations si on ne pouvait les situer dans l'espace de la journée des Tuiles, motivation de ces femmes. Avant de poursuivre mon propos, je souhaiterais donc remercier plus particulièrement Claude Lusier et Raymond Avrier, dont les questions m'ont orienté sur le chemin de ce travail, au cœur duquel figure la question de l'ancrage spatial de l'agentivité révolutionnaire des femmes. Alors, comment je fais pour passer à la diapositive suivante? Voilà. Il est aisé de déduire de ce qui précède que notre contribution sera avant tout centrée sur la notion d'écologie morale de la foule et son ancrage spatial. Nous entendons par écologie morale ou écologie morale de la foule l'ensemble des revendications, des stratégies et des tactiques mises en œuvre par les classes populaires pour préserver les équilibres environnementaux favorables à leur survie. Nous reviendrons de manière plus détaillée sur cette notion au cours de notre exposé. Nous insisterons beaucoup moins, pour des raisons que nous venons d'évoquer, sur les notions de matrimoine et de révolution matrimoniale. Pour rappel, nous avions défini la première comme un héritage dégenré de l'histoire de la Révolution, en expliquant comment et pourquoi la mémoire des événements révolutionnaires à Grenoble avait fait l'objet d'une masculinisation au sein de l'espace public. Quant à la seconde, nous l'avions conçue comme l'expression d'un divorce entre les citoyennes grenobloises et leurs représentants masculins traditionnels, rassemblés dans la cour de parlement du Dauphiné. Pour cadrer davantage notre réflexion, nous avons choisi de l'organiser autour de deux questions étroitement imbriquées l'une dans l'autre. Donc la première, en quoi les réserves du Drac et de l'Isère ont-elles pu servir de fondement à l'écologie morale portée par les herbières de Grenoble à l'occasion de la journée d'études du 7 juin 88? Et la deuxième, qui sont les herbières et pourquoi leur agentivité révolutionnaire a-t-elle fait face à tant d'incrédulité? Alors pour commencer, je souhaiterais insister sur une nouvelle découverte d'archives inédites. Il s'agit d'un récit de la journée des Tuiles conservé à la bibliothèque Sécano d'Avignon. Le récit est en date du 8 juin 1788. C'est une lettre de plusieurs pages adressée par un certain Leca à un monsieur Boissieu de Valence. Cette lettre converge en de nombreux points avec celle du religieux anonyme conservé à la bibliothèque de Grenoble, qui a servi de support au premier récit des événements par Michelet. Elle donne un rôle central aux femmes et le décrit dans des termes similaires. Il s'agit de notre point de vue d'une découverte de premier ordre, car l'unicité du témoignage du religieux anonyme a servi de prétexte à la fin du XIXe siècle à ceux qui souhaitaient gommer le rôle des femmes de la mémoire des événements. Ainsi, l'érudit local Champollion-Figeac moquait le rôle que le récit de Michelet donnait aux femmes à l'occasion du centenaire des événements en déclarant « Si cette tradition était exacte, Grenoble devrait fonder un centenaire et même un anniversaire en l'honneur des damatriques de cette ville. » Il serait sans doute bien étonné d'apprendre que près de 100 ans plus tard, les femmes ont non seulement obtenu le droit de vote, mais qu'il existe aussi une plaque qui commémore le rôle des herbières et des gantières à l'occasion de la journée des Tuiles.
Les herbières de Grenoble ou les herbières de Grenoble ne nous semblent pas suffisamment connues pour qu'il ne soit pas nécessaire de les présenter, hein, les herbières de Grenoble ou d'ailleurs. Les herbières sont avant tout des femmes du peuple qui vivent du glanage de quelques herbes ou légumes sur les terrains communaux. Elles peuvent être sédentaires ou vagabondes. Lorsqu'elles y sont autorisées, elles peuvent posséder une chèvre ou un petit jardin plus ou moins précaire. Et si la saison s'y prête, elles peuvent s'impliquer dans des activités de contrebande ou de marché libre. Lorsqu'elles tombent dans la misère, elles sont alors employées de manière servile par l'industrie du gant au sein de l'hôpital général. Elles n'ont pas accédé à la même célébrité que la figure volontiers plus masculine du sans-culotte en Révolution. Ce n'est que très récemment, il y a un an, que la municipalité de Grenoble a installé sur le mur de l'ancien hôtel de ville une plaque indiquant leur rôle déterminant dans la journée révolutionnaire de Grenoble. Leur représentation iconographique reste à ce jour problématique, sinon par des moyens d'approximation. Ainsi, la cocarde de la CIHRF porte en son centre un tableau anonyme de 1795 intitulé « La maraîchère ». Mais rien ne nous dit que cette dernière avait recours au quotidien aux communaux pour sa survie. De même, l'estampe à droite de cette diapositive est tirée des costumes civils actuels de tous les peuples connus, édité par le graveur Grasset en 1788. Elle représente une jardinière, mais nous ne savons rien du mode de vie de cette dernière. Il faut ajouter à cela que l'herbière, par son mode de vie, sa dépendance à l'égard des communaux, sa participation probable aux activités de jardinage et au commerce des plantes médicinales, correspond parfaitement à la figure sociale dont Silvia Federici a retracé l'histoire de temps long dans son livre intitulé « Caliban ou la sorcière », c'est-à-dire la sorcière comme figure historique. La pratique du commerce au féminin de plantes médicinales, issues de la cueillette, n'a rien d'un fantasme à la fin du XVIIIe siècle en Dauphiné. De nombreux extraits de documents issus de la thèse de Nathalie Robert, que Nathalie Robert a consacrée à la vie du syndic des apothicaires François Fournier, en témoignent. Dans un mémoire en justice qui l'oppose au droguiste, ce dernier déclare autour de 1752 « Des remèdes sont cependant distribués par des femmes, par des négociants sans études et sans connaissance, à des soldats, à des servantes sans précaution, sans ménagement, sans attention de l'état de ceux qui les achètent, d'une fille qui souvent achètera un remède pour les faire avorter. » On insiste sur ce sujet-là. Ces derniers complètent l'information dans un mémoire en réponse aux précédents, dans lesquels ils font savoir les drogues simples sont, alors celles qu'on peut ramasser à la cueillette, la rhubarbe, la casse, la manne et le séné, les plantes ou les racines. Les unes viennent des pays étrangers, les autres se recueillent dans les montagnes et autres lieux de la province. Le commerce des plantes médicinales par les femmes semble donc bien avoir été une réalité à Grenoble à la fin du XVIIIe siècle. Cela ne signifie pas pour autant qu'il s'agissait de la seule source de revenus des herbières. Il est possible en effet d'y ajouter toutes les activités qu'autorise l'existence de vastes communaux qui représentent plus de 300 hectares dans les faubourgs verts de Grenoble à la fin du XVIIIe siècle. La carte que nous vous présentons aujourd'hui a été construite à partir d'une carte du début du XVIIIe siècle, conservée par les Archives nationales et que Edith Piriot m'a aidé à reproduire. Le vert foncé représente les communaux, définis avant tout par leurs usages collectifs, plus que par le droit. Il s'agit d'espaces encore partiellement recouverts de saules et de peupliers, d'après les témoignages des gardes, à la fin du XVIIIe siècle. Il permet à la population de nombreuses activités qui contribuent à sa survie, sinon à sa prospérité. Divagation du bétail, rouissage du chanvre, culture maraîchère, ramassage d'herbes le long de la digue. Les femmes et les enfants y sont bien présents, comme le montre cette citation assez émouvante. Il y a un pillage étonnant dans ces réserves, il semble qu'elles soient des communaux. À chaque pas, on trouve des tas de bois qu'on coupe au clair de lune et que les femmes et les enfants viennent prendre le soir et le matin. Donc on imagine, c'est très pittoresque comme scène. Cependant, ces activités sont condamnées par la monarchie avec une systématicité de plus en plus implacable à partir des années 1750. Cela s'explique par un nouveau contexte technique qui en autorise la privatisation. Les digues en pierre remplacent alors les digues en bois. Pas les trois petits cochons, mais presque. Les réserves en bois situées le long du Drac et de l'Isère deviennent ainsi inutiles. La monarchie décide dès lors de concéder l'exploitation des bois à des particuliers à partir de 1752, puis cède carrément le terrain à un adjudicataire nommé Lamourou. Il est intéressant de souligner qu'il s'agit d'un proche du puissant propriétaire du château de Vizille, Perrier, avec lequel il est en affaires. Cette privatisation,
s'accompagne d'un durcissement de la répression à l'égard des usagers. Paradoxalement, cette dernière n'agit pas seulement sur l'exploitation illicite de la ressource en bois, qui sanctionnerait uniquement bûcherons et bergers. Elle touche aussi au ramassage de l'herbe, et cela de façon explicite dans le règlement que doivent mettre en œuvre les 4 gardes de la réserve, qui dépendent directement de l'administration des ponts et chaussées et non des eaux et forêts. C'est une particularité. On lit sur cette diapositive l'article 18 du règlement et son commentaire par un garde. Sa Majesté défend d'enlever des herbes dans les réserves et au-dessus des digues et chaussées le long du Drac et de l'Isère à peine de 10 livres d'amende. Alors, effectivement, enlever des herbes, ça va être aussi enlever du foin, mais ça n'exclut pas des herbières qui viendraient cueillir justement des herbes comme de la rhubarbe, par exemple. Il est à noter que ce même garde dénonce fréquemment l'existence de jardins illicites dans les réserves à sa hiérarchie. Pierre Fournier. Les herbières semblent donc bien faire l'objet d'une répression spécifique. Nous proposons d'y voir l'expression d'un absolutisme environnemental. La notion ne fait pas consensus, et l'historien Grégory Quenet a démontré dans le cas de Versailles la part de fantasme d'une nature entièrement soumise au pouvoir du roi qu'il y avait dans une telle expression. Par ailleurs, rien ne semble, dans le cas présent, pouvoir être assimilé au Black Act décrit par Thomson pour l'Angleterre, et parce qu'il n'est jamais envisagé de réprimer les contrevenants par la peine capitale. Non. Cette privatisation d'un bien en réserve, considéré comme domanial, n'est cependant accompagnée d'aucune contrepartie publique, contrairement à la tradition qui prévaut en la matière pour le domaine royal depuis l'édit de Moulins de 1566. Le pouvoir royal se met entièrement du côté du concessionnaire en utilisant l'argument écologique du mauvais entretien des bois comme prétexte à la répression des usages collectifs. Faut-il y voir l'influence des physiocrates? C'est une question que je m'étais posée en parlant avec Madame Causandy. Cette attitude nouvelle provoque une opposition de la part des populations locales, hommes et femmes confondus, qui aboutit à des émeutes et des pillages spontanés des réserves du Drac dans les années 1780. Il est possible de considérer ces moments de violence populaire comme autant de répétitions extramuros de la journée des Tuiles. Ils sont l'expression d'une écologie morale de la foule, fondée avant tout sur le droit à la subsistance, qui peut bien sûr s'exprimer sur les marchés, quant au prix, on a vu avec Laura, mais qui peut s'exprimer aussi quant à l'usage de l'espace public. Il est logique que les herbières miséreuses parmi les miséreuses y aient joué un rôle central. Les travaux d'Anne Montenac ont montré comment la masculinisation de certaines activités illicites comme la contrebande relevait du mythe. Il n'y a aucune raison que cette considération ne puisse pas s'appliquer au pillage des ressources naturelles, entre guillemets, ou au braconnage, qui est toujours une perception du pouvoir en place. Cependant, ce qui fait l'originalité du cas des réserves du Drac, c'est que les actions de résistance physique se doublent de procédures judiciaires. De fait, il existe dans le livre de la chaîne recueil de privilèges de la ville de Grenoble, avec copie conservée par la Chambre des comptes, un arrêt de Louis XI du 3 janvier 1477, valant donation par délaissement du Drac aux bourgeois, manants et habitants de Grenoble, des terres gagnées sur le Drac à l'occasion des travaux d'endiguement ayant suivi l'inondation de 1471. Comme le Drac suivait autrefois le tracé de l'actuel cours Jean Jaurès, ou du moins divaguait jusqu'à lui, l'ensemble des terres situées entre l'ancien et le nouveau cours du Drac sont considérées comme propriété communale. Je dis au passage, le cours Jean Jaurès est aujourd'hui le lieu de la fête des Tuiles, ce qui est assez amusant parce que c'est en fait une éco-frontière fantôme du territoire étroitement liée à cette journée des Tuiles. Cet arrêt est une manifestation juridique de ce que nous avons appelé la rhétorique de l'eau. Cette dernière présente l'eau en pays de montagne comme un commun négatif, donc on est avant la huile blanche, valant compensation des corvées nécessaires pour y faire face. Il faut penser un petit peu au désastre qu'on a actuellement avec le réchauffement climatique à Balaten ou à la Bérarde, on voit très bien comment ça peut agir. Or, ces compensations doivent être portées à égalité par toutes les classes sociales sans privilège. C'est d'ailleurs ce que stipule le statut delphinal de 1349, qui constitue une sorte de Magna Carta de la province et une charte des eaux, comme nous avons pu le démontrer dans un article débattu pour la LRF. En vertu de ce principe, le roi doit lui aussi participer à cet effort compensatoire en tant que prince de Dauphiné, et le fit en 1477 en cédant à la commune de Grenoble 3000 arpents de terre, donc ceux qui, entre le Drac d'autrefois et le Drac actuel, ont été gagnés par endiguement du fleuve, du Tourne.
Les habitants des faubourgs, puis les consuls eux-mêmes, s'appuient sur cet arrêt de 1477 pour contester la cession des communaux de 1777, la privatisation des communaux, et obtiennent systématiquement gain de cause de la part du Parlement. Dès lors, le cessionnaire fait appel au Conseil d'État qui prend son parti. Cependant, les arrêts du Conseil d'État ne sont jamais enregistrés par le Parlement du Dauphiné, qui refuse de le faire. Alors, de fait, le Parlement se positionne à cette époque comme le principal protecteur des communaux dans les conflits qu'il oppose à l'autorité monarchique, comme le montre l'histoire de sa relation avec la maîtrise des eaux et forêts que je vais aborder avec l'affaire Calignon, pas se tromper. C'est ce qui transparaît dans une affaire de vente de bois communal dit bois de la Magnane sur le site de Boscodon, commencée en 1781. Cette vente, provoquée par le procureur de la maîtrise des eaux et forêts nommé Calignon de Chaliol, accompagné du garde-marteau de la même maîtrise nommé Jean-Louis Fournier, provoque un véritable scandale. L'affaire s'envenime et aboutit à l'adoption d'un décret de prise de corps par le Parlement contre ces deux officiers. Il faut imaginer ce que ça veut dire, c'est-à-dire que le Parlement casse la maîtrise des eaux et forêts. C'est une spécificité de l'histoire de la province. Calignon de Chaliol proteste vigoureusement auprès du Conseil du roi contre cette décision du Parlement. Il dénonce le Parlement comme intéressé à la destruction de la maîtrise et à la préservation des communaux. On a la phrase ici retranscrite, hein, je n'invente rien, c'est écrit noir sur blanc que le Parlement fait courir le bruit qu'il protégera les communaux en contrepartie d'un soutien du peuple à l'exécution de la maîtrise. Le Conseil du roi prend le parti de Calignon, mais l'arrêt n'est jamais enregistré, de sorte que la maîtrise se retrouve partiellement démantelée à partir de 1785, décapitée. Cette affaire vient confirmer le lien qui s'établit dans l'esprit des populations entre le Parlement et la préservation des communaux. Donc la question c'est, voilà, on pourrait se dire, le bon Parlement et la mauvaise maîtrise, donc vision en réalité manichéenne des choses. Pourquoi ? Eh bien parce que la monarchie comprend bien le problème que pose cette convergence d'intérêts entre les communautés et le Parlement. Dans l'affaire des réserves du Drac, elle tente de corrompre les élites parlementaires en les intéressant directement à la réalisation d'un canal d'arrosage, le fameux canal des 120 toises, canal de la plaine du Drac, dont ils deviennent les actionnaires à partir d'avril 1788, donc juste avant le 7 juin. Quelques mois avant la journée des Tuiles, sont plus particulièrement concernés et cités dans le document ici, trois présidents du Parlement, Barral, Delacoste et Dornacieux sous son nom de scène. Bon. Donc, ils sont impliqués en un sens au vol des biens collectifs de manière à les amadouer. Faut-il voir dans cette situation nouvelle la cause de la relative mollesse, en définitive, dont fait preuve le Parlement face aux lettres d'exil qui sont distribuées à ses officiers le 7 juin 1788. C'est de fait le peuple des femmes qui finit par contraindre les parlementaires, on les avions appelés les révolutions matrimoniales, à siéger ce jour-là pour tenir tête au roi et s'opposer à la disparition de leur droit d'enregistrement. Les poussent jusque dans le Parlement et les obligent à accepter la situation. Cette description de la journée des Tuiles, conforme aux sources, rend difficile le maintien du schéma interprétatif des événements proposés par l'historien Jean Aigret et connu sous le nom de pré-révolution. En vertu de ce dernier, le peuple des femmes n'aurait fait que réagir au blocage des institutions provoqué par les parlementaires. Privé d'agentivité et de mobile, il ne se serait pas comporté en acteur des événements, mais en pantin manipulé. C'est cette vision des choses qui a prévalu longtemps à Grenoble contre l'interprétation de Michelet, qui donnait aux femmes du peuple un rôle clé dans les événements de la journée des Tuiles. Cela tient à l'attachement paradoxal d'une certaine historiographie républicaine à l'institution parlementaire, conçue comme une sorte de proto-représentation du peuple. Mais cela tient aussi à la remise en cause de l'authenticité des sources produites par Michelet, considérées comme trop belles pour être vraies. Comment les historiens de la fin du XIXe siècle auraient pu croire à un témoignage, celui du religieux anonyme, qui faisait des herbières grenobloises de la Révolution de sorte de sorcières lumineuses, en un sens? Comment pouvaient-ils croire à ces dames attriques, organisant un bûcher en fin de journée devant le Parlement, après s'être jetées sur les toits des clochers et des immeubles, telles, et c'est ce qui est écrit dans le témoignage du religieux, telles des chèvres bondissantes
Hein, je rappelle que la chèvre est associée à la femme pauvre et à la sorcière, à travers la figure du bouc. Cette assimilation entre les herbières de la journée des Tuiles et les sorcières dans le cadre d'une sorte de sabbat révolutionnaire, Michelet l'a trouvé dans le témoignage du religieux anonyme. Et quand il écrit sa description de la journée d'études, il utilise le mot de sorcière pour décrire ces femmes. Ça a dû apparaître comme beaucoup trop vrai aux historiens de la fin du XIXe siècle, seulement 5 ans après la rédaction du célèbre ouvrage de Michelet sur la sorcière. Quand Michelet écrit ça, on est en 67, alors que 5 ans plus tard, il écrit La sorcière. Donc, on peut comprendre qu'un certain nombre ait pu douter de l'originalité et de l'authenticité de ce qu'il disait. Il aurait fallu, pour le croire, imaginer que les témoins de la Révolution aient pu voir en elle un moment de réhabilitation paradoxale de l'antique image de la sorcière. Mais était-ce possible? Et alors c'est là que je vais vous montrer une estampe que j'ai trouvée dans les collections de Gallica, qui me semble vraiment extraordinaire. J'espère qu'elle n'est pas fausse. C'est cette estampe. Je souhaite, pour des raisons évidentes, terminer cette contribution par cette estampe de 1789 d'un certain Van Velde, dont la sensibilité pré-romantique et l'iconographie inspirée de Bruegel m'a profondément ému dans le même temps qu'elle confirmait mon hypothèse. On y voit une allégorie de la Révolution sous la forme d'une sorcière lumineuse des faubourgs. Des faubourgs, elle n'est pas dans la ville, elle est à l'extérieur. Qualifiée de fée patriote. Alors, la fée, c'est la sorcière au positif. Fée patriote. Dotée d'une baguette trique, là dans la main gauche, ouais, petite, accompagnée d'une chèvre, et penchée sur un feu. Elle fait mijoter la Révolution devant un peuple de démons plus ou moins sympathiques. Un quatrain commente la situation. Souveraine en ce lieu d'épouvante et d'horreur, j'exercerai sur vous ma puissance et ma rage. Vos efforts impuissants ont semé la terreur, mais du peuple français, je vengerai l'outrage. Ainsi, la réhabilitation de la figure de la sorcière dans l'histoire semble avoir précédé Michelet, et cette estampe est peut-être l'image la plus conforme que l'on puisse donner de l'herbière. En guise de conclusion, 4 points. La journée des Tuiles de Grenoble fut une journée révolutionnaire à part entière. L'agentivité des femmes et du peuple a été réellement indépendante du Parlement. Elle permet, cette journée des Tuiles, d'établir un lien entre histoire de la Révolution et histoire environnementale, ce qui, à mon avis, en fera un objet très important de débat pour les historiens de l'environnement de demain. L'agentivité des femmes et du peuple en Révolution ne se limite pas à des questions de marché ou de justice, mais renvoie aussi au bien commun, ici les réserves du Drac et de l'Isère. Elle pose la question de la participation directe du peuple dans la vie politique, là aussi une question centrale. La révolution matrimoniale remettant en cause le principe patriarcal de représentation parlementaire. Enfin, elle s'inscrit dans l'histoire politique, économique et sociale de la sorcellerie, l'herbière de la révolution grenobloise et la figure sociale qui se cache derrière la sorcière. Je pense que même Madame Zancarini-Fournel serait d'accord, parce que ce qu'elle contestait, c'était le fait que on associe systématiquement l'herbière à la sorcière à l'herbière, mais l'herbière, là, elle existe. Le matrimoine qu'est la journée des Tuiles fera-t-il l'objet d'une appropriation nouvelle par les Grenobloises et les Grenoblois dans les cadres de la fête des Tuiles? C'est la question qu'on peut poser en souhaitant longue vie à la fête des Tuiles. Voilà, j'ai fini.